Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer le cours sur la nature de la lumière. Alors, nous avons vu dans le cours sur le rayonnement thermique, nous avons vu que la lumière échange de l'énergie avec la matière et l'échange de façon quantifiée. Donc, il y a toujours un échange entre le champ de radiation et la matière par des quanta d'énergie. Donc, on a été capable d'interpréter les résultats du cours noir qu'en supposant cette supposition. On a vu encore avec l'étude de l'effet photoélectrique que la lumière, le champ de radiation lui-même, est constitué de quanta d'énergie, des sacs d'énergie, des sacs de valeur d'énergie finie. Et chaque sac transporte une énergie qui est H fois nu. Donc, la lumière, elle est constituée de grains d'énergie, et chaque grain d'énergie, il porte une énergie qui est H fois nu, où nu, c'est la fréquence de l'onde associée à ce quanta d'énergie. Alors, dans le cours d'aujourd'hui, on va voir que cette particule qu'on a appelée le photon est en fait une particule, même s'il n'a pas de masse, possède une quantité de mouvement. Donc, on va voir la quantité de mouvement de la lumière, comment est-ce qu'on va définir la quantité de mouvement d'un photon. Et pour cela, donc, on va faire l'étude d'une expérience très célèbre, par le nom de l'expérience de l'effet Compton. Et on va commencer comment est-ce que Compton est arrivé à démontrer que le photon se comporte exactement comme une particule matérielle. C'est-à-dire que dans la physique des particules, nous pouvons imaginer des collisions élastiques entre des particules. Donc, vous avez des particules qui peuvent s'échanger de l'énergie, et après, donc, vous avez celui-là qui sera diffusé dans une autre direction et l'autre qui sera diffusé dans une autre direction. Cette collision peut être élastique dans le cas des particules matérielles. Ça, c'est très courant, on le connaît. Et par contre, une particule matérielle avec un photon, eh bien, c'est l'expérience de l'effet Compton qui montre effectivement que le photon peut subir des collisions élastiques avec des particules telles que l'électron ou le proton. Donc, c'est l'objectif de la séance d'aujourd'hui. Nous allons exposer l'idée de base de l'expérience de Compton et revoir les analyses qu'il avait fait, qui l'ont mené à dire que le photon possède une quantité de mouvement et que cette quantité de mouvement peut être échangée avec des particules matérielles. Alors l'expérience a été faite en premier en 1909 par un certain physicien au nom de Barclay. Bien, comme vous voyez sur cette image, nous avons une source de rayons X qui envoie de la lumière sur un bloc diffuseur en graphite général, et on va observer la lumière qui est diffusée dans une direction θ par rapport à l'incidence. Donc là, je dessine la direction d'incidence, et là, en fait, la lumière a été diffusée suivant une direction θ par rapport à cette incidence. Alors, cette lumière sera analysée par un détecteur et va nous produire un spectre de la radiation diffusée en fonction de l'angle θ. Donc, pour chaque direction θ, nous allons voir le spectre de la radiation X diffusée sur le bloc diffuseur. Lorsqu'on prend un faisceau incident des rayons X avec un profil autour d'une valeur de longueur d'onde lambda 0 qui fait une gaussienne autour de cette valeur. Lorsqu'on regarde
la lumière diffusée suivant un angle θ. Alors, si je prends par exemple un angle θ quelconque, et je trace le spectre que j'obtiens, le spectre de densité en termes de longueur d'onde, l'intensité de la radiation X en termes de longueur d'onde, donc I de lambda. Et là, qu'est-ce que j'obtiens lorsque je mesure dans une direction θ donnée? Je trouve toujours une forme similaire à la gaussienne autour de la même valeur lambda 0. Et bien sûr, vous allez avoir une baisse d'intensité parce que la lumière est diffusée dans toutes les directions, donc vous allez avoir une baisse d'intensité bien entendu. Mais il y a des anomalies qui apparaissent, et ces anomalies ont été attribuées à des facteurs secondaires. Donc, au départ, on ne savait pas quels étaient les problèmes qui sont à l'origine de cette anomalie, parce qu'on ne pouvait pas expliquer comment nous allons arriver à cette structure. En fait, cette bosse était inexplicable. C'est peut-être dû à des imperfections dans le montage expérimental. Alors, en 1912, c'est Monsieur Compton qui va refaire l'expérience parce qu'il va bénéficier de moyens plus sophistiqués avec une résolution nettement élevée pour l'analyse des rayons X. Et il va refaire l'expérience. Et là, il s'aperçoit que cette anomalie n'est pas une anomalie, c'est un pic. Il s'agit ici d'un pic, parce qu'avec les moyens qu'il disposait à l'époque, eh bien, il a pu observer nettement que le spectre des rayons X contient en réalité deux pics, et ces deux pics vont être plus ou moins espacés suivant la variation de cet angle θ. Lorsque l'angle θ est grand, eh bien, les pics sont bien distingués, et lorsque l'angle θ est faible, les pics sont moins distingués. Et de ce fait, en partant d'une lumière qui a initialement une longueur d'onde lambda 0, Compton s'aperçoit qu'il existe dans le mélange de la lumière diffusée une autre longueur d'onde qui est lambda. Et donc vous allez avoir, si vous voulez, c'est comme si vous allez avoir deux pics superposés l'un sur l'autre, et que va faire une sorte de deux gaussiens regroupés l'un sur l'autre. Donc, Compton va faire un raisonnement simple. Il va dire qu'il existe des photons qui sont apparus avec une longueur d'onde lambda, qui sont issus de photons qui avaient à l'origine une longueur d'onde lambda 0 plus petite. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez un photon incident, si on reprend le concept corpusculaire de la lumière et on essaie de réfléchir en termes de particules, le photon en le traitant comme une particule. Dans ce cas, je vais dire que le photon a subi une collision dans laquelle il a perdu une partie de son énergie. Et cette perte d'énergie va se traduire par un changement dans la longueur d'onde, donc le photon va avoir une longueur d'onde qui est plus grande. Ça, c'est l'idée de Compton. Et Compton a pu interpréter les résultats expérimentaux en associant ce phénomène à ce qu'on appelle une collision élastique entre le photon et les particules du cristal, du bloc diffuseur, qui sont les électrons, bien sûr, du bloc diffuseur. Et ces électrons vont pouvoir absorber une certaine quantité d'énergie de ces rayons X, qui va l'ioniser, qui va donc éjecter les électrons en dehors du cristal, et le photon va bien sûr perdre son énergie. Nous allons voir les résultats résumés dans ces quatre figures. Les résultats de Compton, lorsque regardons la direction θ égale à 0, il obtient toujours un pic
un gaussien autour de la même valeur lambda 0 que la longueur d'onde incidente. S'il observe dans la direction d'un angle, par exemple θ égale à pi sur 4, il trouve que il y a une nouvelle composante qui s'appelle la composante Compton, bien le pic Compton qui apparaît avec un léger décalage par rapport à la longueur d'onde du rayonnement incident. Et ainsi, en faisant augmentant à chaque fois l'angle θ, ici par exemple c'est à pi sur 2, le décalage est encore plus grand, et pour θ égale à pi, ce décalage augmente. On constate également qu'il y a augmentation du pic Compton au fur et à mesure que l'angle de diffusion passe de 0 à pi. Alors quand on va essayer de faire une étude théorique, en schématisant la collision entre le photon et l'électron du cristal comme une collision élastique. D'abord, il faut souligner une chose, que lorsque j'ai un atome qui contient des électrons, eh bien, ces électrons sont liés au noyau avec une certaine énergie de liaison. Donc, imaginons que j'ai une énergie de liaison d'un électron particulier. Et cet électron va être heurté par un photon de type rayons X. Bien, si je compare l'énergie des rayons X avec l'énergie de liaison de ces électrons, on s'aperçoit que l'énergie des rayons X, elle est nettement supérieure, elle est vraiment très grande. C'est que si je calcule l'énergie d'un rayon X, c'est H fois C sur lambda, où lambda est voisine de 1 angstrom. Alors, si je calcule cette quantité et je la compare avec l'énergie de liaison d'un électron, par exemple du carbone, je m'aperçois que cette énergie, elle est beaucoup plus grande que l'énergie de liaison. Et de ce fait, on peut approximativement supposer que l'électron que nous avons, c'est un électron qui est immobile, qui ne bouge pas, parce qu'il est lié à l'atome. Donc, c'est comme si j'ai un électron qui est immobile, qui va être heurté par un photon de type rayon X. Donc, c'est comme si je vais supposer que l'énergie de liaison, elle est nulle. Donc, c'est comme si l'électron est immobile. Maintenant, le schéma collisionnel adopté par Compton, c'est un schéma qui est d'une collision, qui est celui d'une collision élastique. Alors, le schéma de Compton de cette collision, c'est de prendre un photon avec une énergie h c sur lambda, ou bien une impulsion p h sur lambda, qui va heurter un électron. Donc là, j'ai un photon avec une impulsion h sur lambda, qui va heurter un électron immobile au départ. Donc l'électron, initialement, il est immobile. Et du fait que la collision entre les deux soit une collision élastique, cette collision doit répondre à deux choses. Il doit d'une part respecter le principe de la conservation d'énergie. Donc je dois avoir d'une part la conservation de l'énergie, et d'autre part, je dois avoir la conservation de l'impulsion. Et les deux sont nécessaires pour que la collision soit une collision élastique.
Donc ça, c'est le schéma avant la collision. Après la collision, qu'est-ce qui se produit? Après la collision, je vais avoir toujours un photon qui est diffusé suivant une autre direction, mais dont la longueur d'onde aura varié. Donc je vais appeler la longueur d'onde incidente du photon lambda 0, et je vais appeler la longueur d'onde diffusée, la longueur d'onde lambda, et dont l'impulsion sera représentée par exemple, le vecteur h sur lambda. Donc initialement c'était h sur lambda 0. Maintenant il y a eu un changement d'état énergétique du photon et la longueur d'onde c'est h sur lambda. Et l'électron bien entendu va avoir une impulsion, notre impulsion, telle que la somme des deux impulsions vous donne exactement l'impulsion initiale du photon, puisqu'il y a conservation de l'impulsion. Voilà.